Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pot, l'épisode 150. Avec moi ce soir, Paul, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va, en pleine forme, les week-ends se suivent et on est toujours là, tout va bien. Ah ouais, ça court de nuit, le matin un peu tôt, donc faut essayer de se lever pour ceux qui veulent voir. Et donc ce week-end, c'était en Indonésie. Évidemment, il y a eu quelques petites news, notamment la plus importante, celle que tout le monde attendait. Marquez chez Gresini, donc c'est officiel dès la saison 2024. Qu'est-ce que t'en dis de ce transfert? Bah, j'en dis que Honda doit commencer à se faire des cheveux blancs vu que ils se disaient rien en réunion. Moi, ils ont quelque chose à se raconter. Honnêtement, c'est un super move pour lui, je pense. J'ai hâte moi de voir comment il va emmener cette moto-là, puisque elle fonctionne avec différents styles, donc ça va être sympa. C'est très bien pour Gresini. Et voilà, bon bah Honda, c'est un gros désaveu, mais ça montre bien aussi que les contrats de 4 ans, au final, que ce soit pour le pilote ou pour le constructeur, je pense qu'on n'en verra plus. Ah bon ? Tu crois que ça va sonner la fin de la récré ? Bah, regarde, ils l'ont signé pour 4 ans. Au final, sur les 4 années, il en fait 2,5 blessés et il part avant la fin. Donc voilà, il avait signé avec une moto qui était championne. Le problème, c'est qu'au moment où il signe, tout part en vrille et puis il a pas pu partir avant. Donc je pense que même Honda a le bec dans l'eau à cause de ça et il va falloir qu'ils se remettent sévèrement en route, en espérant du coup que le fait que Marquez soit devant vraiment les autres, c'était pas juste parce que lui savait piloter la moto ou que la moto était faite pour lui, parce que sinon là ils vont passer de sales années. Ça rejoint un peu le what the, enfin il y a eu pas mal de what the fuck autour de ça, notamment Puig qui l'a appris, alors ça c'est lui qui l'a dit en interview, il l'a appris le mardi que Marc Marquez partait. Donc je trouve que c'est assez étonnant vu que ça en parle depuis pas mal de temps. Donc je trouve que c'est assez bizarre. Et comme tu disais, Marquez qui déclare qu'il va sortir de sa zone de confort. Donc vu où il arrive, c'est quand même une moto qui est compétitive. Il part d'une moto qui est très compliquée vers une moto qui réussit. Bon, je dirais pas qu'elle est facile, mais elle montre que beaucoup de rookies, alors justement lui il est loin d'être rookie, réussissent à s'adapter assez vite. Donc je pense que dans son cas, la zone de confort, il va plutôt la trouver à l'arrivée que au départ. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Après il y a eu une réaction assez intéressante de Pecco en conférence de presse, puisque il y avait 3 points d'écart en arrivant en Indonésie entre Martin et lui, mais le gros de la conférence de presse s'est discuté autour du transfert. Et Pecco a dit oui, de toute façon, va falloir qu'il s'adapte. Et oui, il devrait jouer les top 5 la première année. Est-ce que tu penses réellement qu'il va jouer les top 5 ou qu'il va jouer plus haut ? On le sera vite fixé, mais honnêtement, vu quand même ce qu'il montre là avec la Honda, même si on va voir que ce week-end il nous a encore fait des merveilles, il casse des carénages. Il a quand même toujours sa pointe de vitesse. Hein. Et quand il est en pleine forme, il fait quand même des choses incroyables. Donc je pense que oui, top 5 il va le jouer parce que on le voit ce week-end avec la Ducati Gresini de toute façon. Et il a moyen d'aller chatouiller un peu plus devant. Maintenant, est-ce qu'il aura la régularité pour jouer devant toute une saison ? Il faudra peut-être un tout petit temps d'adaptation. Mais comme tu l'as dit, c'est une moto qui gagne, de toute façon. Donc, et quel que soit le pilote ou l'équipe dans laquelle elle est, on a vu tour à tour toutes les Ducati du plateau se montrer devant. Donc je pense qu'il va être top 5 et oui, il va aller chercher quand même je pense qu'il ira quand même chercher quelques victoires. Moi, j'attends le quota. Je pense qu'avant le quota, il y aura de toute façon le premier podium. Et je pense que le quota, il va être pour lui, puisque c'est un petit peu son jardin. Ma foi, après, on verra ce que ça va donner. Il a le quota, il a le Sachsenring. Ouais. Ça peut le faire.
Après, on va parler du petit frère, donc qui va tenter de rouler donc suite à ses fractures aux côtes, si je me trompe pas. Lui, c'était les côtes. Hein. Et par contre, il ira pas plus loin que la FP1 donc durant son week-end. Et il y a eu aussi une autre officialisation cette fois-ci en provenance du Moto2, puisque c'est Pedro Acosta qui est confirmé chez GasGas et c'est Pol Espargaro qui laisse sa place. Alors pareil, l'arrivée de Acosta chez GasGas, qu'est-ce que t'en dis? Oh, je suis tellement triste de ne plus voir Pol Espargaro. Ouais, dis donc. Non, sans blague, l'officialisation d'Acosta, on l'attendait. Maintenant, alors c'est normal d'un côté parce qu'il est ultra rapide. Je suis content qu'il garde Augusto Fernandez, qui est absolument pas ridicule. Par contre, j'ai quand même du mal avec cette politique, quelles que soient les équipes. Hein. Les équipes qui ont beaucoup de viviers de pilotes. En gros, maintenant, c'est même pas une année pour t'adapter, ça doit être 6 mois pour t'adapter, et après, faut tout de suite performer, parce que sinon, tu sais qu'à la fin de tes 2 ans, c'est ciao, parce que on pousse et on laisse pas le temps à des pilotes d'éclore, comme ça a pu être le cas un peu avant. Donc bon, après c'est normal qu'Acosta arrive. Pol Espargaro, il a roulé longtemps blessé, il voit peut-être l'opportunité, surtout si on n'est pas dans les petits papiers, mais peut-être que le groupe KTM a mis un beau chèque au bout, et puis s'il fait des wildcards comme il l'a annoncé pour la saison prochaine, bon, bah ça lui va peut-être mieux comme ça, comme rythme. Ouais, c'est ça, il va prendre une place donc chez Pete Bearer, donc la structure KTM, et comme tu l'as dit, il fera les wildcards et les remplacements, donc il va rester pas très loin de la piste. Donc toujours au sein du giron, donc oui, voilà, c'est l'occasion pour lui de se mettre un petit peu en retrait sans être non plus déconnecté, quoi. Donc ça va être intéressant. Je pense qu'Acosta va falloir un petit peu comme beaucoup de pilotes chez KTM, il va falloir vite trouver les marques. Après la KTM, de ce qu'on voit, s'ils réussissent à équiper les 4 motos de la même manière, puisque là ils ont un petit peu d'avance sur l'équipe de pointe, donc l'équipe KTM, je pense que ça peut être intéressant hein, de ce point de vue-là. Qu'est-ce que t'en dis un petit peu de KTM cette année? Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Même là, encore ce week-end, même si elles jouaient pas à proprement parler les places sur le podium, elles étaient quand même devant. On aura l'occasion d'en parler après parce qu'il y en a un qui s'est bien montré en orange et pas de la meilleure des façons. Et honnêtement, ils bossent fort. On a beau pas aimer leur politique ou leur façon de communiquer. À côté de ça, c'est des équipes qui travaillent vraiment très très fort. Et moi, c'est une structure que j'aime bien. En plus, j'apprécie les pilotes qu'ils ont. Donc forcément, j'ai un œil un peu perverti là-dessus. Mais non, c'est une bonne équipe. Ça commence à pousser fort. Et s'ils continuent dans cette dynamique-là, de toute façon, ça risque de devenir les principaux concurrents de Ducati à moyen terme. Je pense qu'il leur faudrait peut-être quand même un vrai, sans manquer de respect aux autres, un vrai top pilote ou un vrai line-up un peu costaud en équipe première. Tu penses pas que Binder est pas sur ce créneau-là, justement? Bah, Binder, si. Mais il manque un deuxième. Ouais, voilà, il faut un équipier qui soit en position de faire la même chose que Binder, en gros de jouer placé à côté de lui à chaque fois. Tu vises Marquez en 2025 Non, pas un Marquez, mais on n'est pas à l'abri de départ. On sait jamais si Yamaha fait pas le boulot. Pourquoi pas un Fabio, peut-être un pilote qui pourrait éclore fort du Moto2, ou pourquoi pas tout simplement Acosta qui serait promu s'il fait une super saison chez GasGas l'année prochaine. Faire un switch, c'est possible aussi. Parce que pour moi, là-dessus, tu vois, l'équipe qui montre vraiment ce que c'est que d'avoir un line-up fort, pour moi, c'est plus VR46 cette année. Ils ont des pilotes qui sont compétitifs. Ouais. Et qui sont compétitifs tous les deux. Quand la moto fonctionne pas ou quand il y a une VR46 qui fonctionne pas, l'autre est jamais très loin. C'est difficile d'en voir une tout le temps devant pendant que l'autre est tout le temps derrière. Et c'est ce qu'on voit chez beaucoup d'équipes, ça, malheureusement. Aprilia a un peu ce style-là aussi.
Bah, tu parlais de VR46, on va parler quand même de la clavicule de Bezeki. A priori, bah il y a eu des conneries faites au ranch et bim la clavicule, et bon bah ça l'a pas empêché de se faire opérer et de venir un petit peu plus tard que les copains, le temps de se réveiller de l'anesthésie générale, on va dire. Mais il était là de la FP1 au dimanche. Il a fait un week-end plutôt convaincant pour quelqu'un qui se pète la clavicule le samedi en faisant le coin avec les copains. On le verra un petit peu plus tard. On commence avec le Moto 3. C'est parti. Alors en Q1, ce sont Furusato, Verrer, Fernandez et Watley qui passent en Q2. La pole revient à Morera devant Mazia et Alonso. Verrer, Honshu et Furusato en deuxième ligne. Olgado, Bertele, Nepa en troisième ligne. Félon part 24e. En course, on a Morera, Verrer, Alonso et Ortola qui prennent les commandes de la course. Nepa prend un long lap, Ortola un double pour un départ volé. Mazia se replace dans le groupe de tête assez rapidement. Alors pour Sasaki, ça part mal parce qu'il va chuter dans le tour de mise en grille et va avoir du mal à s'élancer. A priori, il a loupé la première. Et Carrasco prend un side durant les premiers tours de course, ça doit être le 5e. La cheville droite donc est plâtrée, elle a transmis une petite photo, donc je pense que la tournée outre-mer est finie. Le groupe de tête donc commence un petit peu à se scinder avec 4 pilotes de tête justement étalés entre Mazia et Honshu. Il va y avoir une très grosse bagarre devant. Olgado va devoir faire un long lap suite à une très grosse erreur qui lui coûte cher parce qu'il est repoussé à la 10e place. Les deux derniers tours sont dantesques devant, avec Olgado qui prend un nouveau long lap, Munoz qui anime la tête de course, et c'est Morera qui entame le dernier tour en tête. Les derniers virages sont énormes et c'est Morera qui s'impose devant Alonso et Munoz. Verrer fait 4, Rueda 5, qui a très bien géré les derniers tours pour bien se placer, et Mazia prend la 6e place. Olgado n'ayant pas fait son long lap, il prend 3 secondes de pénalité et il perd de gros points et est classé donc 14e. Le français Félon est 23e. Le classement au championnat, donc Mazia est en tête avec 209 points devant Sasaki 193 et Olgado 3e 192. Qu'est-ce que tu penses de cette course? Alors moi j'ai apprécié, et comme toutes les courses Moto 3 de toute façon il faut jamais manquer les derniers tours. Bon, de toute façon, moi je le dis à chaque fois. Malheureusement, je vais encore pas faire de l'originalité. Ils sont complètement fous, mais en même temps épatants. C'était encore une super course. Moi, ce que j'ai juste noté sur celle-ci, c'était dommage pour Olgado, parce que déjà il est équipe Tech 3, donc forcément on suit un petit peu plus, on va être un peu chauvin. Mais j'avais noté que c'était dommage, c'était un gros rythme, mais j'ai trouvé, tu vois, c'est là qu'il montre encore qu'il fait des erreurs entre guillemets de jeunesse. Parce que tu prends un long lap parce que tu coupes la piste, bon c'est tout, c'est une chose. Mais à la fin de course, quand tu en reprends un, enfin, tu sais que t'as déjà réussi à revenir de la 10e pour te rebattre encore pour la victoire. Bon voilà, après il a choisi son option, hein, c'était de pas faire le deuxième long lap pour prendre la pénalité. Au final, ça le renvoie très loin. Bon, c'était. Parce que c'était gros paquet devant, donc. C'est ça, quoi. Voilà. Tu prends tout de suite. Là, je crois que c'est 3 secondes ou 4 secondes de pénalité. 3 secondes qui lui ont. C'est 3, ouais. Ouais, 3 secondes de pénalité. Bon, il finit quand même dans les points, mais c'est dommage. Il se cannibalise lui-même des énormes points au championnat. C'est vraiment dommage parce qu'à côté, Mazia, il amuse pas le terrain. Et du coup, il montre que lui, il est là depuis plus longtemps et un peu plus d'expérience. Ouais, l'Italien fait une belle opération, hein. Vraiment. Même s'il est pas super bien classé au général, il est pas super bien classé sur la course, il réussit quand même à reprendre un petit peu d'avance puisque Sasaki s'est lui un petit peu loupé. Donc ça l'aide un petit peu. Après, c'est pas non plus perdu pour les autres, hein, puisqu'il reste encore pas mal de courses. Mais les derniers tours, moi, j'ai vraiment bien aimé parce que pour ce que t'as dit aussi, hein, c'est-à-dire que c'est très animé et c'était pour une fois compact, parce qu'il y avait quelques fois quand même là où les groupes étaient un petit peu plus distants. Et là, on a vraiment une tête de course. Je parlais dans le compte rendu de 7, mais ils se sont vite retrouvés, ça a vite recollé derrière et c'était vraiment une très belle course Moto 3, assez fidèle à ce qu'on aime, enfin moi ce que j'aime bien voir dans la catégorie, quoi.
Ouais, totalement d'accord avec toi, surtout que c'est pas une équipe qui est devant, c'est vraiment différentes machines de différentes équipes. Enfin, c'est de la vraie course moto comme on les aime. Et puis ça joue, voilà, à ces vitesses-là, ça joue quand même au millimètre, mais les gars rentrent toujours à 3 ou à 4 de front. Enfin, moi, à chaque fois, je me demande comment ça va Ouais. passer. C'est juste hallucinant, quoi. On sent que les gars se disent, bon, bah là, ça donnait vraiment l'impression au début pour moi d'une course un petit peu ennuyeuse, en sachant très bien que de toute façon, vu le groupe que c'était, il y a un moment où dès que le premier allait allumer la mèche, on allait avoir un feu d'artifice, quoi. Et c'est ce qui s'est passé C'était à le 3 tours de bordel. la fin. Ok, on va passer au Moto 2. Allez. Donc en Q1, on a Dixon, Lopez, Alcoba et Ben Snyder qui passent en Q2. Donc un revenant Canet qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en pôle, devant Gonzalez et Salach, Acosta, Aldeguer et Chantra en deuxième ligne. Dixon, Loves et Van Gourberg en troisième ligne. Alors en course, ça coince au T1 puisque Lopez et Sura vont chuter. Devant, on a Canet, Acosta, Arbolino, Chantra et Aldeguer qui sont bien partis, ainsi que Manuel Gonzalez qu'on n'a pas l'habitude de voir bien placé. Et Salach chute dans le premier tour. Donc on va avoir Arbolino qui va se replacer petit à petit à la troisième place en bagarre avec Gonzalez et Aldeguer. Ils vont animer la course car devant Acosta et Canet sont déjà bien détachés. Van der Gooberg va prendre un très gros high side. À la mi-course, les positions sont établies. On a Acosta qui mène devant Canet et Aldeguer qui a décroché Gonzalez et Arbolino, talonné par Dixon qui va se louper dans le 15e tour et va laisser Arbolino s'échapper. Mais Dixon va petit à petit recoller et va passer l'Italien dans l'avant-dernier tour pour la 5. Acosta s'impose donc devant Canet et Aldeguer pour compléter le podium. Dixon va chercher la 4, Gonzalez 5, Arbolino 6 et Chantra 7. Au général, Acosta accroît son avance avec 277 points, Arbolino deuxième 212 et Dixon troisième avec 172 points. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course ? Bah écoute, je vois ton commentaire sur Acosta, et moi ce que j'ai mis dessus, c'était la réflexion que je me faisais pendant toute la course, c'est qu'en fait ses concurrents directs font trop d'erreurs. Et du coup lui en haut c'est un métronome, et derrière tout le monde se cannibalise les points, il a pas un adversaire vraiment désigné. Du coup il s'échappe, et voilà, bon, c'était pas la plus belle course de Moto 2 qu'on ait vue. Hein, Ouais. mais c'est ça qui est dommage, c'est que des fois on a une belle course Moto 2 et une course un peu moins intéressante des fois en Moto 3, et là ça y est, c'est revenu à l'inverse. On n'arrive pas à avoir un week-end plein. Mais C'est vrai. voilà, c'est juste ce que j'ai noté. Après c'est du Moto 2, ça reste voilà, il y avait quand même de la bagarre en piste, mais pas forcément devant. Ouais, c'est ça. C'est ce que a pas mal montré le réal de la course, c'est qu'ils essayaient de trouver là où il y avait un peu de baston, et souvent c'était à la 6-7, entre 6 et 9 quoi. Mais Acosta, ouais, enfin il fait une course irréprochable devant. Il se détache très vite. Après, où il y a des énigmes, moi, des pilotes comme Canet, je cherche plus à comprendre. Le mec, il va te faire des courses comme ce week-end. Il va être bien. Et puis d'autres courses où ça va être complètement perdu. Donc, comme tu le dis, il n'y a pas vraiment de concurrence franche. Donc Acosta, ça file tout droit, quoi. Faudrait voir à peu près à quel GP il pourrait être titré, quoi. Mais bon, j'espère qu'il a prévu la célébration déjà. Non, je pense. Et puis là, tout roule pour lui de toute façon. Là, à moins d'une blessure, honnêtement, mais c'est le problème des courses aussi rapprochées. On l'a vu avec Carrasco en Moto 3, hein, mais à moins d'une blessure, là, ça risque d'être compliqué. Il y a ça aussi, c'est là qu'on voit que le mec est en totale confiance, parce que même quand il est pas forcément devant, il chute pas, il engrange les points, et voilà, c'est calibre champion. Hein, faut pas, c'est ce qui fait la différence avec les autres, hein, de toute façon. Ouais, tout à fait. On passe au MotoGP ? Eh ben allez, c'est parti pour les Top Gun. C'est parti. Alors, en MotoGP, donc en Q1, on a Marini qui va passer devant Bastianini. À noter que Pecco, lui, ne passera pas en Q2, il va partir 13e. En Q2, c'est Marini qui va partir en pole, qui s'offre la pole, donc c'est la première de sa carrière, devant les deux Aprilia de Vignales et Espargaro. Quarta partira 4e et Zarco 14.
On est toujours le samedi et c'est la course sprint qui est lancée. Marini fait le all shot, mais il se fait passer aussitôt après par Viñales. Quartararo est 3e devant Binder et Martin, tandis que Pecco est 11e et que Marc Marquez file dans le bac à gravier et abandonne. La bagarre fait rage en début de course entre Martin et Fabio. L'Espagnol arrache la 3e place pendant qu'Alex Espargaro chute et emmène Binder dans la bataille pour la 5e place. La situation se stabilise, Viñales mène la course 7/10 devant Marini et Martin. Les pilotes prennent leur rythme de course et à ce jeu, c'est Martin et Bezzecchi qui sortent du lot. Le pilote Pramac remonte et dépose ses adversaires un à un sans difficulté pour prendre la première place. Il ne sera plus inquiété et pendant ce temps, Viñales lui va progressivement baisser de rythme et se faire dépasser par Marini puis Bezzecchi dans le dernier tour. Pour cette course sprint, c'est donc un podium 100% Ducati avec Martin qui prend alors la tête du championnat pour 7 points devant Marini et Bezzecchi. Quartararo est 5e, Pecco termine 8 et Zarco 12e. Pour cette course sprint, qu'en as-tu pensé toi Cyril ? Bon, moi, c'est surtout Martin qui fait une très belle course parce que, comme tu l'as dit, ça se stabilise à un moment donné au rythme. Et à ce jeu-là, l'homme en forme en ce moment, c'est lui. Même si, ils sont pas exempts de faire des erreurs, même les meilleurs. Et j'ai une belle surprise quand même de voir Bezzecchi parce que même blessé, c'est très performant. C'est très fort et c'était intéressant de le voir là. Il y a aussi une belle course de Quartararo pour moi parce qu'il est quand même dans une situation pas simple et faire 5e dans une course sprint, c'est plutôt intéressant. Et Pecco, il a klaxonné un petit peu derrière son coéquipier pendant toute la course. Et puis il reste coincé à une 8e place où il prend pas beaucoup de points, mais on verra avec la course du dimanche, c'est pas catastrophique. Après Marquez, j'avais glissé une petite peau de banane avec après le podium romantique. Il reprend ses habitudes, puis ça on verra que dimanche ce sera la même en couleur. Je sais pas trop quoi en penser quoi. Je trouve que c'est assez bizarre de pouvoir dans un week-end comme au Japon, je dirais pas mettre les problèmes de côté, mais montrer qu'il y a du potentiel et le week-end d'après balancer 2 fois la moto au bac, c'est un peu dommage. Non, moi je pense qu'il est écolo. Moi je pense qu'il est écolo et qu'il veut pas user de l'essence. Donc du coup, il s'est dit dès le premier virage, je vais la foutre par terre. Non, sans blague, ouais là. Dur parce qu'en plus les autres sont loin quoi. C'est le pauvre gars en fait il se débrouille pour essayer de faire quelque chose. J'ai l'impression que c'est vraiment de la bagarre, c'est vraiment la bagarre sans arrêt avec cette machine. Quand tu vois le résultat du sprint, Rins 18e avant-dernier, la deuxième Honda officielle 16e. Quand tu dis que le meilleur pilote Honda le meilleur pilote Honda classé c'est Nakagami 11e, tu sais déjà que la marque va mal quoi. Parce que en gros tu profites des chutes qu'il y a devant et y a rien quoi, t'as pas doublé, t'as rien fait de particulier sur ta course quoi, t'es là, t'as cramé de l'essence et c'est tout quoi. Ouais, ça subit, c'est tout ce que ça arrive à faire quoi. C'est ça. Après pour le cas de Bezzecchi par contre hallucinant. Lui et Martin, les deux, parce qu'on voyait que c'était. Il y a un moment, je me suis demandé s'ils voyaient vraiment les autres motos sur la piste, parce que les dépassements, les autres n'existaient pas. C'est comme si eux étaient sur un rail et que les gars roulaient avec 2 secondes de moins, quoi. C'était hallucinant. Ouais, ils étaient lestés. Hein. Ah ouais, là ils étaient sur un autre rythme, quoi. Non, c'était une belle démonstration, voilà, rien à dire sur le résultat. On voit que l'Aprilia a eu des petits soucis, alors apparemment pneumatiques de ce qui s'est dit, et on va voir que ça s'est reproduit aussi le dimanche. Tu veux parler du dimanche ? Eh ben allez, c'est parti, pour la grande course du coup. On prend les mêmes et on recommence, donc Marini part de nouveau en pôle, mais à noter qu'il va devoir effectuer un long lap pour une conduite irresponsable au Grand Prix d'Inde le week-end dernier. C'est donc parti et c'est un incroyable départ de Martin depuis la 6e place. Il dépose tout le monde et prend la tête devant Viñales et Quartararo, tandis que Pecco, parti 13e, remonte déjà à la 6e place.
Dans la lutte pour la 4e, Binder touche Marini qui chute et abandonne, de même que Paul Espargaro qui chute également. Le Sud-Africain écope de son premier long lap pour cette action et repart 10e. Quelques instants plus tard, Pecco passe Quartararo pour la 3e place, imité par Alex Marquez et Binder, malgré une belle résistance du Français. Après ces échauffourées, on a donc Martin qui lui est devant avec 1 seconde 5 d'avance devant Vignales et 1 seconde 6 devant Pecco. Le bien nommé Binder, encore lui, montre les couleurs de KTM et touche Oliveira. Il sort le Portugais de la piste qui repart 10e et c'est donc un nouveau long lap pour le Sud-Africain. Dans le même temps, Marc Marquez, Augusto Fernandez, Joan Mir et Johan Zarco partent à la faute, chacun de leur côté. À ce moment-là, la situation semble figée et coup de théâtre, Martin, qui était facile et largement en tête, chute et abandonne. Au même moment, Quartararo passe à Alex Espargaro pour la 3e place. Et après tout ça, on est seulement à la mi-course. À partir de ce moment, ça va quand même se calmer un peu. On va assister à un enchaînement de tours qualif. Alex Espargaro, en délicatesse avec ses pneus, perd peu à peu des places pour finalement terminer la course à la 10e position. Devant, Vignales perd la tête au profit de Pecco et se retrouve avec Quartararo dans sa roue. Malgré la pression du Français, les places ne bougeront plus jusqu'à la fin de la course et c'est une victoire de Pecco devant Vignales et Quartararo. Au championnat du monde, Pecco reprend donc la place de leader avec 346 points devant Martin 328 et Bezzecchi 283. Après un week-end catastrophique, Zarco est 7e avec 162 points et Fabio 10e 132. Par quel point veux-tu commencer, Cyril ? On va commencer par Pecco quand même, qui a fait un... comment dire ? C'est un week-end un peu particulier dans le sens où il doit passer par la Q1 et tout le monde dit voilà là, alors que voilà, faut de toute façon faut faire avec, hein, comme on peut pas gagner à tous les coups, on peut pas être en pôle à chaque fois. Et la course sprint, moi j'avais trouvé que c'était un peu bizarre qu'il soit un petit peu bouchonné par son coéquipier, mais là en course dans la course du dimanche, tu l'as dit, il a fait un départ vraiment où il se replace très très bien et une course où il a amené vraiment beaucoup de rythme. Il a fait assez un petit peu comme tu l'as dit sur le samedi, c'est-à-dire des dépassements très autoritaires et j'ai trouvé vraiment impressionnant une fois qu'il a pris la tête, quoi. C'est vraiment une très belle course de sa part parce que il était vraiment bien. Après, pour parler de celui qui a dominé le début de course, c'est Martin, quoi. C'est dommage. Alors après, on va citer l'illustre Jorge Lorenzo qui dit c'est pas cette course-là, c'est pas Pecco qui la gagne, c'est Martin qui la perd. Bah oui, mais les 25 points, c'est Pecco qui les prend. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Si tu veux gagner, faut pas chuter. Et c'est arrivé à Pecco de faire des erreurs. Là, cette fois-ci, c'était Martin. Alors, il était très déçu. Il est resté longtemps en bord de piste parce que, voilà, hein, il a enchaîné les week-ends très compétitifs. Mais voilà, il y a des week-ends où voilà, il y a la petite chute de l'avant qui fait que. Et c'était ce week-end. Tant pis. Faut faire avec. Moi, je te rejoins totalement là-dessus parce que, tu vois, j'en parlais avec un collègue de boulot ce week-end de ça. Il me dit, t'as vu Martin, il a pris la tête, c'est sûr, de toute façon, Pecco, il a pas le mental, il est fini, etc. Et première chose que je lui ai dit, tu vas voir, Martin, il va prendre des points, il va avancer, mais moi, je te dis, ce week-end, il chute. Ça a pas loupé. Ça va pas louper. Je pense que il y a un moment, il chute encore trop. Moi, je le vois honnêtement pas champion, à l'opposé d'un Pecco qui, quand ça va pas, alors oui, il a pris quelques boîtes cette année, mais souvent quand ça va pas, c'est pas forcément de sa faute. C'est juste que il y a des petits soucis de réglage ou des choses comme ça. Là, comme tu dis, il a loupé là. Effectivement, il est pas en Q2. J'ai les temps sous les yeux. Il est pas en Q2 pour moins d'un dixième. Il est pas en Q2 pour 9 centièmes. C'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. C'est peut-être 3 mm d'écart sur une trajectoire. Enfin, c'est fou. C'est fou. Le niveau est tellement serré en fait que voilà, les places en qualif sont chères. Maintenant, ils ont bien travaillé visiblement chez Ducati entre la sprint et la course longue. Et ça, par contre, c'est pas la première fois de la saison qu'on le voit.
où il est un peu loin en sprint, et par contre il explose tout là où ça vaut 25 points. Ouais. Donc non, il a fait une course taille patron. Oui, il a fait une très belle course. Après, les réseaux sociaux, c'est toujours un petit peu particulier, puisque voilà, il y a eu quand même pas mal de réactions et de retours sur ce qu'a dit Lorenzo, parce que c'était sur Dazen, si je me trompe pas, et je trouve que c'est vraiment dommage de dire, enfin d'en arriver à là, de dire quand un pilote tombe, c'est qu'il a pas de mental, que ce soit Pecco ou Martin. C'est surtout la preuve que même quand tu as 3 secondes d'avance, bah, si tu veux conserver ton avance, bah, tu peux pas te relâcher. Et le fait que alors je dis pas que c'est relâché, mais ça prouve qu'ils sont tous vraiment quasiment à la limite sur tous les tours. Même celui qui est devant, qui a 3 secondes d'avance, bah, il est pas à l'abri de chuter, et c'est pas parce qu'il chute qu'il est mauvais ou qu'il a pas de mental, ou etc., etc. C'est le petit degré d'angle de trop, c'est un petit peu en écart de trage, et voilà, tu finis dehors, et c'est comme ça. Tout ce qu'il faut, c'est pas être celui dans la saison qui va chuter le plus. Et Bagnaia a fait des erreurs, Martin là, il en a fait un petit peu en début d'année, et il avait enchaîné énormément de week-ends compétitifs. Là, il y a un petit coup de mou. Bon, après, voilà, pas de boule de cristal, hein, donc il y a encore assez de courses pour que ce soit pas fait, ni pour l'un ni pour l'autre. Pour Bezzecchi, ça va être plus compliqué quand même, parce qu'il commence à y avoir 60 points d'écart, donc ça va être chaud quand même, mais c'est pas perdu. Et voilà quoi, je trouve que les réactions vont vraiment trop loin, trop fort, dans tous les sens, et je trouve que c'est un peu dommage. D'un point de vue communauté, hein, ça c'est plus voilà. Ah, mais moi je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça vient avec. J'ai l'impression que les sports qui sont devenus maintenant très fortement médiatisés. Alors pendant très longtemps, on a demandé que ce le soit pour avoir plus de visibilité, mais ça amène aussi son lot de gens qui parlent sans trop connaître, ou qui parlent avant de réfléchir, ou avant de rechercher les vraies réponses, ou de voir les choses dans leur globalité. Quand tu regardes sur une course et que tu dis oui, je l'ai lu le commentaire de Lorenzo, mais très honnêtement, c'est Lorenzo quoi. Ouais, il parle de mental, mais son mental partait en vacances dès qu'il y avait 3 gouttes d'eau sur la piste. Dès qu'il était pas devant tout seul, et qu'il y avait une micro touchette sur son carénage, c'était qu'on avait voulu faire un attentat sur lui. Donc à un moment, bon, c'est ça qui est dommage, c'est que ça vient de gens qui ont quand même une légitimité dans ce milieu-là. Mais il a quand même une sacrée expérience, Lorenzo, et moi je suis un petit peu déçu de l'entendre dire cette course-là, c'est Martin qui la perd. Pecco, quand même, il est parti de la 13e place, donc de la 4e ligne, et c'est pas tous les jours, je crois que la dernière fois c'était en 2006, qu'il y a un pilote qui réussit à remonter de la 4e ligne et de gagner la course, quoi. C'était sa plus mauvaise position en grille depuis le Portugal, je crois, de l'an dernier, ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est une stat qui était passée, et quand ils ont fait les ralentis sur les départs, ah ouais. Alors autant le départ de Martin est incroyable, il passe, je pense que son cuir a la marque de l'aileron de Marini sur la fesse, mais celui de Pecco est pas moche non plus. Ouais. Hein. Donc non, ça fonctionne bien, et puis voilà, c'est de la course moto comme tu l'as dit. Il faut aussi, malheureusement, c'est le top niveau, et la moindre erreur se paye cash quoi. Et après, à savoir pourquoi, parce que c'est vrai que la chute est un peu bizarre. Bon, il perd l'avant d'un coup. Ça doit se jouer à tellement peu de choses que c'est dommage pour Martin, mais c'est ce qui va vite faire la différence en fin de championnat. Maintenant, là, je regardais, il reste 5 courses. Ça fait énormément de points à distribuer. Attends, plus de 150 points à distribuer. Voilà, tant mieux pour nous, hein, parce que si on avait des courses pour revenir à une certaine époque où que ce soit Marquez ou Rossi qui était devant tout seul, on s'ennuyait parce qu'on savait à l'avance ce que ça allait donner. L'avantage qu'on a à regarder de la moto, c'est que c'est pas de la Formule 1. Quoi. Après, je voulais quand même glisser un mot sur Marquez, parce que sur Marc Marquez, qui fait encore 2 fois 0, donc je
comprends pas trop les chutes sont vraiment à l'image, pas tout à fait, mais parce qu'il a pris il a pris des chutes un petit peu plus légères, on va dire, dans le sens où c'était plus des glissades et c'était pas les high side qu'il a pris en début de saison. Mais c'était des chutes assez bizarres dans le sens où peut-être que ces chutes-là, il les rattrapait à une époque et que là, il est plus vraiment en sensation pour justement les anticiper et les rattraper, parce que c'est vraiment ce type de chute qu'il réussissait à rattraper il y a 4-5 ans. Hein. Donc, soit la moto n'a plus de feedback, soit lui il manque un petit peu de réaction pour la remettre debout, mais bon, de toute façon, maintenant que ce soit lui ou les autres, plus personne n'arrive à en faire quoi que ce soit de ce machin, donc bah non, mais voilà, enfin après si, il a quand même réussi à faire un podium à la maison sous la pluie, donc c'est rien que pour ça, on va peut-être lui filer une palme d'or ou je sais pas quoi, mais ouais, le voir en difficulté comme ça, sachant qu'en plus maintenant son avenir il est annoncé, il est réglé, donc il y a forcément, tu vois, sans parler de libération, mais ça parlait beaucoup justement de son avenir. Maintenant que c'est réglé et que c'est officiel, que c'est annoncé, bah tu peux rouler avec peut-être un petit peu moins de pression, ou voilà, tu sais où t'en es, etc., etc. Moi, je trouve que c'est un peu dommage d'en arriver là. Je trouve que c'est parce qu'on retrouve les mêmes défauts qu'en début de saison. Et je l'ai noté, hein, lui part 9 quand les trois autres Honda sont en dernière ligne. C'est pas possible. Et effectivement, c'est super bien analysé parce que c'est encore une chute de l'avant où il a pas l'air d'être kata, mais la moto elle part d'un coup. Donc effectivement, sûrement qu'avant il arrivait à rattraper ça et plus maintenant. Et le problème c'est que ça va avec son style de pilotage. Donc le changer à chaque fois, ça doit être très compliqué. Tout ce que j'espère maintenant, parce que même en étant fan de Rossi, Marquez, pour ne pas l'aimer, faut pas aimer le pilotage moto. J'espère surtout qu'il va pas se blesser très gravement avant la fin de saison pour pas se pénaliser pour la saison prochaine. Parce que c'est vraiment là, je pense, la saison prochaine, après quelques courses, qu'on saura s'il a toujours le niveau qui a été le sien ou pas. Parce qu'il sera là sur une moto qu'on sait avoir les capacités de gagner. Ce qui est pas le cas avec la Honda. La Honda, elle peut peut-être elle en a gagné une avec Rins, mais c'est tout, quoi. On sait que c'est une moto compliquée. Donc faut juste, comme tu dis, que maintenant que son avenir est sécurisé, qu'il s'en colle pas une grave, et puis qu'on puisse le voir sur la Ducati à partir de l'année prochaine. Et puis là, il sera temps de savoir si le cumul de toutes ces chutes depuis ces dernières années ont eu raison de son pilotage ou pas, quoi. Moi, quand je l'ai vu chuter samedi, je me suis dit, wow. Et quand j'ai vu la même le dimanche, non, moi j'étais surpris quand j'ai vu Mir chuter, tu vois. Non, c'est une blague. C'est pas bien. Ouais. Ouais, tous les pilotes Honda, enfin, c'est malheureux à dire, mais là, le seul, à la limite, que j'ai regardé avec un petit peu d'intérêt pendant la course, où il était au niveau du classement, c'est Rins, parce que il revient d'une vraiment sale blessure. Et comme tu le disais, ça serait bien que lui aussi, il s'en remette pas une grosse avant la fin de saison, parce que l'année prochaine, s'il veut faire un petit quelque chose chez Yamaha, faut pas arriver avec les béquilles, quoi. Et c'est là, c'est compliqué, ça. quoi. Ouais, c'est pareil. Bah, c'est des pilotes qui sont en attente de la suite, quoi. Donc c'est tout là. C'est un peu là, on a eu une belle course aussi de Fabio, donc tu l'avais noté, Ouais. qui fait un bon week-end. Bah c'est pareil, tu vois, ça. Est-ce que c'est le circuit qui convient mieux? Est-ce que c'est les autres qui étaient moins performants, ou Yamaha qui bosse dans le bon sens? Bah, on aura peut-être la réponse à partir de la saison prochaine, mais en tout cas, voilà, si Rins se la colle pas et revient en forme, ça peut lui rappeler ses années Suzuki, et à ce moment-là, on aurait là de nouveau peut-être un line-up équilibré aussi, tu vois. Donc ouais, c'est pour beaucoup de pilotes en vrai, les pilotes sur les motos japonaises, de toute façon, on est clairement sur une saison de transition, et maintenant je pense qu'ils vont laisser, comme il n'y a plus rien à gagner pour eux, je pense qu'ils vont dérouler tranquillement jusqu'à la fin de saison, essayer de faire du mieux qu'ils peuvent sans se faire trop mal, et puis on verra l'année prochaine, quoi.
Ouais, Quartararo, je trouve que c'est bon, après son débrief sur Canal est un peu chelou parce que il en revient toujours à sa moto et il colle toujours un truc de ouais, si j'avais une bonne moto, je jouerais la victoire tous les week-ends. Il a tort, il a raison, j'en sais rien. Il le sait sûrement, il le sait de toute façon mieux que moi. Mais je trouve que son week-end il est intéressant et il faut vraiment qu'il reste dans cette dynamique-là, c'est-à-dire et ça par contre c'était aussi dans son débrief de Canal, quand il y a des choses à prendre, il faut les prendre. Et là, il avait la possibilité de prendre des points. Il a pris des points qui sont intéressants. Il fait un podium, une 5e place en sprint, ce qui est assez rare pour lui cette année. Donc c'est un week-end où il y a beaucoup d'enseignements positifs, quoi. Et je trouve que pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle qui réussisse quand même. Après, il faudrait que ce soit plus régulier, ça c'est évident. Mais bon, il est plutôt cool, quoi. Après, Phillip Island, on va voir ce que ça va donner. C'est peut-être plus favorable. Je sais pas. C'est ce que je pensais aussi de toute façon. Après, là où je pense quand je vois la tournée Outre-mer où il aura peut-être un peu plus de mal, ce sera peut-être Sepang. Oui, Sepang. Bon, de toute façon, sauf s'il pleut, mais oui, Sepang, ça va être compliqué. Mais là, oui, c'est dommage qu'il soit pas négatif, mais voilà, comme tu dis, qu'il colle encore un taquet à la moto quand là c'est un bon week-end, parce que clairement il en aura pas eu beaucoup cette année, donc Ouais. Autant se réjouir de ce qui se passe. Alors ok, oui, il y a de l'orgueil derrière, il y a tout ça, mais là voilà, il termine quand même tous dans la roue les uns des autres. Il est à 1/10 de Viñales, et parce que Viñales défend très bien sur les 3-4 derniers tours, hein, parce que c'était quand même compliqué, hein. Donc non, c'était une bonne course, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, et là on va pas se plaindre de le voir devant. Après, il a raison quand il dit que c'est compliqué de doubler, que la moto il manque un petit peu. Ça on l'a tous vu parce qu'il klaxonne un petit peu derrière Maverick. Mais ce qu'il faut qu'il voit, c'est qu'il y a une dizaine de copains qui sont derrière et qui n'ont même pas été capables de s'accrocher au garde-boue. Donc la situation, elle est pas simple, mais je pense que il y a une quinzaine de pilotes sur la grille qui sont dans une situation compliquée, quoi. Enfin, peut-être pas une quinzaine, mais il y a une dizaine de pilotes sur la grille qui sont le couteau entre les dents. Et il en fait partie. Et quand il y a du bon, faut le prendre. Totalement, c'est plutôt cool. Parce que après, on peut parler de son coéquipier, hein, qui a fait un arrêt au stand suite à un problème électronique, mais qui a eu la bonne idée de repartir quand même. Donc c'est plutôt intéressant. Parce que le mec, je crois qu'il avait 3 ou 4 tours de retard et il est reparti quand même. Et il prend 2 points parce qu'il y a eu pas mal d'abandons, pas mal de ceci, pas mal de cela, et une 14e place. Plutôt intéressante pour... Non, je déconne. Ouais, tu vois, il fait partie de ces pilotes en transition, quoi. Lui, il attend juste l'année prochaine d'avoir sa moto et puis de voir ce que ça donne. Par contre, autant là, on comprenait pas ce qui s'est passé depuis l'année où il a été vice-champion. Autant l'année prochaine, si avec la nouvelle moto, il donne rien. Bon là, il est temps de penser peut-être à changer de catégorie parce que ce sera plus possible en fait. Là, ça, on pourra plus. Parce que là, pour le moment, il y a aussi la possibilité de se cacher derrière la moto. En disant voilà, la moto elle fonctionne pas, ok, mon coéquipier il est devant, mais la moto est développée pour lui, etc. Ok, pas de problème. L'année prochaine il récupère une Ducati qui gagne, donc il est obligé de scorer l'année prochaine. C'est même pas négociable. L'année prochaine il est obligé d'en scorer au moins une et d'être régulièrement aux avant-postes. Attends, le mec, tous les 2 ans, il sort un carré d'as de la Manche, il récupère soit un guidon officiel chez Yamaha, là, il récupère une Ducati. Après, ça, il va toujours s'en sortir, Pépère. Hein. J'ai envie de te dire, c'est le rôle des bons managers. Hein. Il arrive à placer. Franchement, j'espère que son manager vit bien, parce qu'il faut réussir à placer un pilote comme ça, je vois pas trop comment tu peux aller justifier un transfert comme ça sur un guidon qui est ultra demandé, avec des jeunes pilotes qui poussent pour l'avoir. Réussir à placer un gars où ça fait 2 ans qu'il fait rien, ouais. C'est bien joué.
C'est bien joué. Ouais, Maintenant, c'est bien vu. il a eu le guidon qu'il voulait. Ça lui ouvre de nouvelles perspectives, c'est très bien. Mais par contre, il a plus le droit à l'erreur. Moi, je suis sûr qu'il va s'en sortir encore. C'est On- Parker Lewis, il perd jamais. Hein. On verra, mais moi honnêtement, je demande à voir. La saison prochaine, ça va être quelque chose d'incroyable, je pense. Ouais, je pense que ça va être la saison Mais là, de folie. ouais, j'espère qu'ils vont surtout pas se toller dès le premier Grand Prix comme ça a été le cas. Ouais, c'est bien possible. Qu'on ait un peu tout le monde quand même pendant les 4-5 premières courses, mais qu'on puisse avoir une idée de ce qui va se passer. Quoi. Bon, on a 6 épisodes d'avance là quand même. Je veux pas dire. Avant de parler de 2024, on va finir 2023. C'est vrai. Qu'est-ce qui nous restait? Bah tiens, on va rester chez Ducati. Allez, vas-y, ouais. Bon, je commence par le mien, parce que du coup Ducati Ouais. Pramac, Zarco. Zarco, week-end 100, complet. Il n'y a rien qui a été de tout le week-end, donc c'est dommage pour lui. C'était juste pour placer un mot sur lui, parce que c'est un super pilote, et là cette année, cette course-ci, ça a vraiment pas voulu. Quoi. C'était le week-end où je pense qu'il avait qu'une envie, c'était de rentrer dans son box et plus en sortir. Quoi. Il attend le week-end prochain, parce que là, c'était dur. Ouais, le dimanche, c'est le Ride Eye de... Ouais, c'est ça. Le Ride Eye de Device qui est resté coincé. Donc alors, c'est con, hein. C'est con parce que sur deux autres Ducati, ça a super bien marché, mais sur la sienne, Ouais, bon bah c'est vrai. voilà, ça Bah, tombe sur lui. il est resté coincé. Et... Ouais, ça l'a pas empêché d'être quand même un petit peu plus rapide que d'autres, mais ça devait être quand même vachement compliqué à piloter. Ça devait être un enfer. Et le gars, en plus, le gars ne lâche rien. C'est-à-dire qu'il se dit pas, je vais rentrer, je vais le faire débloquer, et après je vais essayer de rattraper. Non, le gars roule comme ça, quoi. Bon, il se blesse pas en tombant, c'est bien le principal. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est pas de cul. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas de cul. Il y en a qui disent que c'est Tardozzi qui a acheté des sorts. Hein. Ah, mais moi, de toute façon, je pense que dans la course sprint, quand Bastianini laisse pas passer Bagnaia, c'est pareil. C'est parce que Tardozzi devait être parti et que personne n'a trouvé le mapping 8. Donc, du coup, s'il n'y a pas de mapping 8, Bastianini pouvait pas le savoir. Ouais, c'est vrai. Ça. Faut pas noter. Hein. Faut pas noter. Moi je voulais parler de Di Gianantonio quand même qui a fait enfin un week-end où il se montre. Donc c'était plutôt cool parce que tout le monde parle de Marquez chez Gresini, mais ça veut dire que Kikito il se fait virer quoi. Donc on sait pas ce qu'il va faire l'année prochaine. Et ben c'est une fois qu'il a pas de guidon pour l'année prochaine que le mec il se met à se montrer devant. Donc c'est plutôt c'est assez étonnant, mais bon, on va voir s'il réussit à sauver ses fesses quelque part, on va voir. Mais ce week-end était vraiment intéressant. Je crois qu'on l'avait jamais vu aussi bien placé. Ouais, c'est même en course longue où au tout début de la course, je le vois très franchement loin. Et c'est à la fin, je dis mince, mais il est quand même remonté, il est quand même bien remonté l'animal puisqu'il termine 4e. Et c'est vrai que quand je vois la case grise, je dis mince, j'ai même pas vu d'où il était parti. Donc c'est vrai que c'est super course, voilà, présent, ça a bien marché ce week-end. Je crois qu'il reste une place chez Honda l'année prochaine. Ah, tu lui donnes? Enfin, tu lui donnes, non, mais... Honnêtement... Tu te verrais chez Honda, toi? Non, honnêtement, non, mais c'est le seul guidon qui reste, donc voilà, mais honnêtement, non, je le vois pas chez Honda. Je ne sais plus où j'ai lu ça. Ça parlait peut-être d'essayer d'attraper Oliveira chez Honda. Ah, du coup, ça laisserait une Aprilia de libre. Ça laisserait une Aprilia. Donc ça continue le domino, quoi. Ça s'arrête jamais. C'est ça. Mais voilà, attention, hein, j'ai lu ça sur l'article d'un site qu'on adore détester aussi sur ce qui en pôle. C'était encore un mage tibétain qui a ouvert voilà, c'est un peu ça. Qui a ouvert une souris et qui a dit ça dans les entrailles. Donc voilà, donc les rumeurs non fondées, voilà, on va éviter, mais voilà, il reste ce guidon-là, donc comme tu dis, avec un jeu de chaises musicales, ça peut libérer peut-être une place quelque part, on sait jamais. Mais bon, il va avoir du mal, très honnêtement, à sauver un guidon-là, sans oublier que quand il est arrivé en MotoGP, il arrivait du Moto2 où il n'a pas ultra performé. Moi, il fait partie des pilotes où je me demandais comment ça se fait qu'il monte
comment ça se fait qu'il monte en MotoGP alors que c'était un bon, comment dire, c'était l'équivalent pour moi de Jack Miller, c'est-à-dire qu'il faisait des coups d'éclat de temps en temps, mais pas le calibre champion. Ouais, il aurait fallu qu'il se montre un petit peu plus tôt pour au moins une équipe s'intéresse à lui. Après, on va voir, hein. C'est vrai que ça peut se goupiller bien. Après, c'est vrai qu'on en a pas parlé quand on a fait quand même la grosse partie sur le transfert de Marquez. Mais voilà, il y a a priori possibilité de voir peut-être Zarco, puisqu'il est en contrat à HRC, prendre une Repsol. Alors ça, rien n'est moins sûr. Surtout qu'il faudrait qu'il se farcisse le développement chez Repsol, et je suis pas sûr. Je pense qu'il va se le farcir quand même chez LCR. Ouais, tu vois, je savais pas du tout si LCR développait aussi pour le HRC, donc du coup, ouais. Je sais pas. Ça serait dommage d'aller chercher Zarco, que ce soit au HRC ou au LCR, et de pas l'utiliser dans ce rôle-là, puisque c'est un petit peu le rôle qu'il avait ces 2 dernières années chez Pramac. Ouais. Il testait pas mal de pièces, donc il a montré en plus que, à mon avis, il est pas stupide dans le feedback, donc ce serait dommage de pas l'utiliser, quoi. Après, le HRC. Sinon, il reste pas une place de pilote d'essai chez KTM, vu qu'il recrute sans arrêt des mecs. Chez KTM, non, il y en a plus. Il y a bientôt plus de pilotes d'essai que de pilotes officiels. Sinon, ils le mettent à la place de Bradle. Il est plus jeune, mais il met autant de points. Du coup. C'est possible, ouais. C'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est comme ça. En parlant de KTM, je voulais quand même parler de Binder, parce que autant la première sur Marini, j'ai trouvé que la direction de course avait été peut-être un poil sévère, puisqu'il y avait peut-être d'autres fautes ou d'autres contacts qui étaient aussi sanctionnables que le sien. Mais le deuxième sur Oliveira, j'ai trouvé quand même que c'était vraiment un pousse-toi de là que je m'y mette. Et là, pour le coup, s'il méritait pas le premier, il en méritait bien 2 sur le deuxième, donc c'est bien fait pour sa gueule. Non, mais le deuxième, j'ai trouvé que c'était salaud, quoi. Je sais pas ce que t'en dis, mais... Ouais, moi qui suis fan de Binder, j'avoue, là, j'étais devant ma télé, c'est pas possible. Tu te foires une fois, tu prends un long lap, passe. Mais là, la deuxième, je vais pas la faire, tu peux prendre un long lap, mais pas 2 long lap, mais pas 3, et ainsi de suite, quoi. Ouais, non, là, c'est... Moi, ça m'a étonné de lui quand même, parce que c'est un pilote qui est quand même assez... Ouais, je le voyais pas aussi téméraire que ça sur les dépassements, quoi. Et là, le deuxième sur Oliveira, pouf. Là, c'est même pas... c'est du pousse-toi de là que je m'y mette. Mais le pire, c'est que quand tu regardes le résultat de la course, il prend 2 longues laps, mais il termine 6e. Ouais. Donc il avait vraiment peut-être de la frustration, parce qu'il avait vraiment le rythme, je pense, en course 2 pour faire beaucoup mieux que ce qu'il n'a fait. Mais le problème, c'est que quand tu fais une première erreur ou non, mais que tu te fais sanctionner en tout cas une première fois, c'est facile à dire, mais fais attention, quoi. Parce que là 2 fois, le nombre de secondes qui sont perdues, c'est juste incroyable. Donc là c'était... il avait... je sais pas, il finit à combien de Vignales, parce qu'il était peut-être en possibilité d'aller jouer la 2, quoi. Écoute, là, il est quand il termine, il est à 11 secondes. Quasiment. Ah ouais, donc non. Il est à 11 secondes. Par contre, tu vois, il termine 6 dans la route Bezzecchi. Donc il est devant Bezzecchi, quoi. Voilà, très honnêtement, il pouvait jouer au moins le top 4. Au moins le top 4. Ouais, mais il perd pas un podium, quoi. Non, donc c'est pas non plus un podium, c'est sûr. Mais après, et puis le malheureux là-dedans, il continue à décapsuler les copains qui sont devant lui, c'est rigolo à voir. Mais le problème, c'est que c'est encore pour Oliveira, quoi. Je pense qu'il faut enlever la cible de la moto d'Oliveira. Faut arrêter maintenant. Putain. Ouais, mais Oliveira... mais lui, il est maudit. Oliveira, oui. Une course sur 2, une course sur 2, c'est lui qui se fait percuter, quoi. C'est fou. Je pense que c'est la faute à Zarco. De toute façon, c'est toujours sa faute.
Pour conclure, moi, je voudrais en glisser un petit mot encore sur Marquez parce que ça m'est revenu en enregistrant. Il a quand même dit que, évidemment, il était très peiné de partir du HRC, etc., etc., et que ce n'était qu'un au revoir, c'était pas un adieu. Est-ce que t'y crois justement Le mec est pas parti et il dit je vais revenir. Non. Non, honnêtement, non. On est d'accord. Ouais, on va pas faire du réchauffé à un moment. Tu pars. Là, je pense que faut pas. Parce que s'il part en commençant à regarder en arrière ou en pensant déjà, oui, donc je vais là-bas, on n'en finit plus. Oui. Parce que si c'est pour attendre que la moto soit bonne, pourquoi tu restes pas la développer ? C'est ça, quoi. Et puis là, il a quoi ? Il a un contrat de 2 ans avec Ducati ? Non, il a 1 an. 1 an ? Ouais. Et Alex Marquez a dit, Marc m'a dit, voilà, c'est Alex a dit que Marc m'a dit, donc voilà, c'est pour te dire la fiabilité du truc. Si il prend pas de plaisir sur la moto, il prendra sa retraite. Donc ma foi. Honnêtement, je pense que c'est vers ça qu'on se dirige, parce que mine de rien, il aura plus rien à prouver, et puis il a, c'est les années où il aurait pu performer, il les a entre guillemets perdues avec ses chutes. Donc là pour moi, je le vois là comme l'année une des années de la dernière chance de toute façon. Il aura peut-être un autre contrat derrière s'il performe à peu près, mais voilà, là faut performer maintenant, sinon on glissera gentiment vers la fin. Ah, ça fait jeune quand même. Ouais, ça fait jeune, mais je pense qu'il a encore des belles choses à montrer. Ouais, mais est-ce que tu garderais est-ce que ça ferait pas comme un Rossi justement qui resterait après des années de trop et puis le voir terminer en déchéance. Enfin moi ça m'intéresse pas de le voir tourner autour de la 8-10e place, tu vois. Ouais, mais Rossi il a fait ça à 40 ans. Ouais, mais il était toujours performant devant. Marquez il a 30 hein. Ouais, après, mais oui. Regarde des pilotes qui font 8-10, là il va être dans une équipe qui est censée former quand même aussi des jeunes pilotes. Donc il va bloquer un guidon pour peut-être des pépites, et si tu te retrouves avec des pépites en Moto 2 à faire monter et que t'as plus de guidon, il y a un moment va falloir penser à en sauter un ou deux, et je suis pas persuadé que s'il finit derrière son frère, en plus ce soit lui qui continue de bénéficier de Ducati. Ah, ça c'est marrant parce que c'est ce qu'il a dit aussi. Il dit de toute façon dans une équipe la première personne à battre c'est le coéquipier, que ce soit ton frère ou pas. Et j'ai trouvé que c'était assez marrant qu'il refasse ce parallèle là après cette saison 2020 où ils ont été coéquipiers au HRC, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient déjà été équipiers. J'avais oublié cette époque-là. Si, quand Lorenzo part, c'est Alex qui prend. Après, la saison 2020, elle est particulière, hein. Sachant en plus que Paul Espargaro est annoncé au HRC avant que la saison commence. Oui, c'est vrai. Vu que c'était le Covid, ils ont démarré la saison au mois de juillet, ils ont dit de toute façon l'année prochaine tu vas chez le CR. Ouais, j'avais oublié que KTM avait recruté l'ancien communicant de Honda. C'est vrai que le HRC avait pris des bonnes inspirations KTMiennes. Oh là là. Non, ouais, non, très honnêtement là-dessus, une fois parti, voilà, c'est terminé, parce que sinon t'imagines même la position de l'employeur. Tu te retrouves avec un gars chez toi qui, en gros, va venir rouler sur ta moto pendant 1 an, voir ta manière de fonctionner, voir les pièces que tu développes, etc., et repartir chez le concurrent après. Ça me paraît ultra compliqué. Ouais, ça c'est le problème de Grésini, ça. Je sais pas comment ils vont gérer. Ça va être drôle, hein. Oh là. Ouais. Mais bon, après, Grésini a eu l'habitude aussi d'avoir des pilotes à tempérament. Bon, à l'époque, ils avaient, c'est vieux maintenant, mais ils avaient Giberno qui n'était pas forcément le plus simple. Et puis l'année où ils se battaient justement contre Rossi, il y avait beaucoup de pression. Aussi, donc du coup, ils ont quand même l'habitude d'avoir des enjeux dans l'écurie. Giberno, ça date un peu. Ça date un peu, effectivement. C'était Giberno, Mélandri. Après, ils ont eu qui on a eu après chez eux. Si, Giberno, Mélandri, et c'est pas Simoncelli qui était chez eux aussi après. Si, ouais, t'as raison. Simoncelli était chez Grésini, ouais. Oui, ça date. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va se retrouver pour le prochain GP à Phillip Island, le plus beau circuit du calendrier, au monde, sans aucune je sais pas. hésitation. Ouais.
Je suis un gros fan de Phillip Island aussi. J'hésite souvent avec Portimao pour mon circuit préféré jusqu'à ce que je vois une course à Phillip Island où il y a aucune hésitation. C'est le plus beau circuit du calendrier. On est d'accord. Moi, je serai en vacances, hein, donc c'est con. Je suis même pas. À Phillip Island aussi. Non, je serai à Villers-sur-Mer, donc c'est beaucoup moins sexy que Phillip Island. Je peux pas dire. Mais ça reste des vacances, donc ça va être cool. Merci beaucoup, Paul. Grosse bise à toi. Finis bien ce mois d'octobre. Et puis on se retrouve très très vite. Yes, bon courage à toi aussi. Ouais, allez, ciao. À bientôt tout le monde.